Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Tuan. Et je suis Shigeki. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Banh Mi Podcast. Pour ce 11e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Tuan et Shigeki, les créatrices de la web-série Origine TV. Bonjour Tuan, bonjour Shigeki, comment allez-vous ? Ça va super et toi ? Ouais, nickel. Merci de m'accueillir à Montreuil. Et de m'accueillir chez toi, Shig. De rien. Alors moi, j'ai connu Origine TV via les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et c'était pour moi un format nouveau, assez frais, que je voyais passer. Ça a commencé en décembre 2020. Si je me trompe pas. C'est un format qui m'avait interpellée parce que ça retraçait les histoires et parcours de migration de Sulochana, qui est venu d'Inde, Sabri de Tunisie, Palmyra du Portugal ou encore Truc Thien du Vietnam. Ça parle de la difficulté à s'intégrer en France dans son pays d'accueil, de tout recommencer à zéro, mais ça parle aussi de solidarité et de persévérer dans sa culture et ses origines. Vous avez aussi lancé une série spéciale couple en abordant la transmission culturelle dans les couples mixtes par exemple, et une série spéciale qui est sortie le mois dernier, Adopté, qui est assez forte et qui aborde dans un des épisodes notamment le sentiment de reconnaissance qu'on peut ressentir envers ses parents adoptifs, le sentiment de rupture aussi avec sa culture d'origine, avec Marion, vietnamienne, qui a été adoptée par une famille française. Elle avait ce désir de vouloir être plus blanche pour échapper au racisme anti-asiatique. Donc voilà, Origine TV, c'est la web-série qui explore les histoires d'immigration. Alors, Tuan, Shigeki, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours ? Est-ce que tu veux commencer, Shigeki ? Allez, du coup, moi, c'est Shigeki, j'ai 28 ans. Je suis française d'origine congolaise. Et en termes de parcours, du coup, j'ai fait une école de commerce et pas mal bossé dans tout ce qui est relations clients. Et à côté de ça, je fais aussi toujours beaucoup de curation musicale à travers mon blog, Colada Pina. Et je me lance dans la production vidéo avec Tuan sur Origine. Ok, super. Et toi, Tuan ? Alors moi, c'est Tuan, j'ai 26 ans. Pareil que Shigeki, j'ai un parcours d'école de commerce de base. Et en fait, j'ai dû faire une année en marketing et je me suis rendu compte que c'était pas trop mon délire. Et du coup, j'ai commencé à faire de la vidéo avec c'était avec une asso. Et c'est comme ça que j'ai découvert le montage vidéo. Donc, je suis passée en freelance pendant un moment en tant que monteuse. Et ensuite, j'ai trouvé un travail en post-production puis en production de vidéo. Et depuis peu, j'ai commencé le cadrage. Je dirais depuis 1 an, j'ai commencé le cadrage. Donc... en plus du montage, maintenant, j'essaie de faire des projets de cadrage aussi et de réalisation. Et je suis d'origine vietnamienne, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. D'accord. Et pourquoi vous avez initié Origine TV, du coup ? Alors, comment ça a commencé ? Déjà, c'est assez marrant parce que sans s'en parler, on avait les mêmes réflexions de quête identitaire et de vouloir préserver la mémoire des histoires de nos parents. Et moi, de mon côté, je pensais plutôt à faire un format podcast à la base. Et j'en ai parlé à Tuan, on se voyait pour boire un café et on discutait de ça. Et je disais que moi, je ne supporte pas ma voix et j'aimais bien la sienne. Du coup, je voulais qu'elle fasse la voix de mon podcast. Et en fait, en faisant un test avec mon père et en prenant en compte le sujet des différents accents qu'on peut entendre en interrogeant des personnes immigrées, on s'est dit que le format vidéo, ce serait plus pertinent. Et puis, Tuan bossait déjà dans la vidéo, du coup, elle avait aussi les compétences nécessaires pour le projet. Et du coup, Origine TV est née. D'accord. Mais comment est-ce que vous avez concrétisé ce truc-là ? Est-ce que vous aviez les mêmes réflexions au même moment ?
Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est un reportage? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé où vous vous êtes dit oui, il faut vraiment qu'on en parle? En fait, il faut savoir que déjà, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, donc on travaillait pour la même boîte. Ok. Et quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, on avait déjà partagé des aspirations qu'on avait plus ou moins personnelles, mais sur des projets qu'on avait, notamment autour créatifs, artistiques, mais aussi très centrés sur nos origines et sur nos héritages. Shigeki, à ce moment-là, avait déjà commencé Koladapina, donc faisait déjà de la curation de musique afro. Et moi, j'avais déjà ça dans la tête, et c'est vrai que je lui avais dit, ouais, c'est des trucs que j'aimerais bien faire. Et je me rappelle très bien c'était le premier jour où on s'était parlé, et on avait fini la conversation en mode, peut-être qu'un jour on arrivera à faire un projet ensemble, tu vois, parce que ça peut être cool. Et c'est drôle parce que 2 ans après, on a concrétisé ça sans même s'en rendre compte. Mais c'est vrai que c'est venu vraiment super naturellement. Elle m'a parlé de ce projet de podcast qu'elle avait de base. Et je lui ai dit, vas-y, fais un test avec ton père, envoie. Elle m'a envoyé le test. Et en fait, le truc, c'est que il y avait un accent que moi j'avais moins l'habitude d'entendre et qu'elle elle l'entendait pas, tu vois, parce que c'est son père, c'est normal. Oui. Ça a toujours été comme ça chez toi. Voilà. Et donc du coup, je lui ai dit, ouais, je pense qu'en fait, si on va interviewer des gens issus de l'immigration, il y aura différents accents qui ne sera peut-être pas compréhensible pour tout le monde. Et en fait, on va pas faire une voice-over sur un podcast parce que ça enlève de l'authenticité. Oui, et ce qui peut passer, c'est donc les sous-titres. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler de la vidéo. Voilà. Donc en fait, à partir de là, ça nous a pris, mais je sais pas, on en a parlé. Elle m'a envoyé le truc la semaine d'après. Et la semaine d'après, on se retrouvait quasiment 2 fois par semaine pour bosser sur le projet et essayer de le concrétiser. On a commencé à le bosser en octobre et on a sorti le premier épisode en décembre. Mais c'est ça, c'est quand t'as l'étincelle, après tout se déroule très très vite, quoi. Ah, clairement. Ouais, et puis on n'a pas eu besoin de, comme tu disais, de reportage ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est des sujets qui nous tiennent tellement à cœur depuis tellement longtemps, qu'en fait, je pense que le déclic, on l'a eu depuis longtemps, c'était juste que là, il y avait une synchronisation d'opportunités qui faisait qu'on était prête à faire ça. Ouais. Mais, enfin, moi, je comprends, parce que moi aussi, je pense que j'ai toujours eu ça, peut-être en moi, mais que je le savais pas. Et je suis assez étonnée de faire du coup ce podcast, la Bani Podcast, qui va explorer voilà, la diversité des cultures asiatiques. Enfin, comment vous expliquez, vous, aujourd'hui, qu'il y a cette volonté et ce désir de se rapprocher de nos origines et de se réapproprier nos histoires? Moi, ce truc-là, je crois que c'est très récent, en fait. Mais je sens qu'il y a un espèce d'engouement commun par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a deux dimensions. Il y en a une qui part du fait qu'en tant qu'enfant d'immigrés, première génération née en France, ces histoires-là, peut-être avant, elles se transmettaient naturellement parce que tu étais dans ton pays d'origine et que tu grandis dans ton pays. Donc, ma mère qui a grandi au Vietnam, elle est vietnamienne, et point, tu te poses pas 1000 questions sur ton identité. Et nous, faisant partie de cette première génération d'enfants nés en France, en fait, c'est des questions qu'on se pose et que ça n'a jamais été posé dans notre lignée familiale auparavant. Et donc, il y a déjà, je pense, ça qui fait que voilà, c'est des questions qu'on se pose naturellement en tant qu'enfant d'immigrés. Et surtout, quand on a des parents qui ne nous parlent pas forcément de toutes leurs histoires. Voilà, il y a des parties de leurs histoires qu'ils veulent garder pour eux. Et donc, du coup, nous, forcément, ça nous rend curieux. On se demande pourquoi on est là, en fait. Pourquoi on est en France? Qu'est-ce qui fait qu'on est en France? On se sent le cul entre deux chaises, parfois, tu vois. Donc, du coup, on est né en France et donc, du coup, on est français. Mais à côté, on a des origines ailleurs et on se pose toutes ces questions, je pense. Je pense que ça vient de là, déjà. Ou le cul sur deux chaises, comme tu le dis, Childan. Ouais, maintenant, je me sens plus le cul sur deux chaises. Mais oui, je pense qu'on est beaucoup à avoir eu plein de sujets et de questionnements sur notre identité qui sont arrivés plutôt jeunes. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent à un certain âge où je ne sais pas si c'est l'aboutissement de ces questionnements-là, mais en tout cas, on arrive à un niveau où on est éduqué sur ces sujets. Il y a aussi beaucoup plus de contenu disponible sur ces sujets-là. Mais en fait, les réflexions personnelles font que du coup, les projets qu'on a en tête et qu'on met en place sont différents que ce qu'on aurait pu avoir il y a quelques années ou ce que pourraient avoir nos parents. Et le fait qu'on soit beaucoup à se poser les mêmes questions et arriver aux mêmes conclusions, ça arrive à ce type de projet comme le tien ou comme le nôtre, où justement on a envie de se réapproprier notre culture d'origine que pour beaucoup, parfois, on a renié ou qu'on a essayé de cacher. Et
Et ouais, je pense que c'est ça aussi qui explique ce besoin et cet engouement. Absolument. Alors, Banh-Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Dans quelle mesure vous êtes liée à l'Asie, Thuan? Donc moi, du coup, je suis d'origine vietnamienne de mes 2 parents. Et donc, je suis liée à l'Asie par tout ce que je suis, en fait, aujourd'hui. Il y a un truc que ma mère, elle m'a dit assez jeune, d'ailleurs. Je pense que je revenais d'une soirée où je voulais rester dormir et elle me disait non, tu peux pas rester en soirée pyjama parce qu'en fait pour elle si tu restais dormir chez quelqu'un c'est comme si t'avais pas de toit donc ça n'avait aucun sens et elle a essayé de me faire comprendre mais en fait t'es pas française, ton sang il est vietnamien, ton nom il est vietnamien, tes traits sont vietnamiens, on te retrouve dans la rue inconsciente sans passeport, personne va te prendre pour une française en fait et la seule chose qui est française chez toi c'est ce passeport tu vois. Et en fait, ça m'a marqué assez jeune. Et en fait, pendant très longtemps, ma mère, elle a essayé de garder, elle est très fière d'être vietnamienne. Et elle m'a inculqué toutes les valeurs, la langue. Enfin, en fait, assez naturellement, finalement. J'ai grandi dans ce milieu qui fait que j'ai toujours su que j'étais vietnamienne d'abord, en tout cas, avant d'être asiatique, je pense. Mais je me suis d'abord approprié cette culture vietnamienne. Et notamment, donc, du coup, l'Asie en général. Et je suis beaucoup allée au Vietnam aussi. Et toi, Chi, comment t'es liée à l'Asie? Déjà par Thuan, parce que c'est mon ami. Et la première personne en fait qui m'a vraiment, qui est à fond Asie dans ma famille, c'est mon frère qui me traînait à la Japan Expo et qui me faisait acheter des mangas à chaque Noël. Donc il y a aussi lui. Et je pense tu aussi... subissais la Japan Expo? Ouais, je la subissais. J'ai même à tel point que je me rappelle maintenant, j'ai postulé, j'ai bossé à la Japan Expo, ce qui est assez improbable. Ok. Et contre ton gré. Ouais. Un peu. Mais en vrai, je pense que en tant que personne racisée, de manière générale, je me sens proche de toutes les personnes racisées, en fait. Du coup, ça me lie aussi. On est ensemble. D'une certaine manière, ouais, on est ensemble, on se comprend. On se sait. Et du coup, est-ce que tu avais un manga à l'époque que tu suivais à cause de ton frère? Non, mais avant mon frère, en vrai, je crois que je regardais Sakura quand même. Quand j'étais plus jeune, je regardais. C'est le seul manga que je regardais. Et non, lui, il kiffait Naruto, donc du coup, j'en entendais parler souvent. Et mon prénom... Ah si, mon prénom est japonais, oui. En fait. Mais en fait, on en a pas parlé, ça, c'est fou, cette histoire. Mais mon prénom est japonais. Ouais. Ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire, parce que déjà, mes parents n'ont pas bien écrit. Nous écoutent. Ouais, c'est japonais. Ils peuvent nous dire. C'est mon père, au bled, il travaillait... il faisait des visites, en fait, touristiques. Il avait un groupe de japonais, il y avait une personne qui est un homme, en plus, qui s'appelle Shigeki. Et mon père a grave kiffé, il a dit, si j'ai un enfant, je l'appellerai comme ça. Puis je suis née après, et puis du coup, il m'a vraiment appelée comme ça. Mais c'est un truc de ouf. Ouais. Mais c'est vrai, c'est la première fois que je l'ai rencontrée, je me suis dit, mais ça sonne asiatique, japonais, je sais pas, tu vois. Et après, quand elle m'a dit, j'ai dit, mais je suis pas tarée, du coup, c'est vraiment ça, quoi. Non, mais je crois qu'il y a un truc à faire et à construire par rapport à ton prénom japonais, ton frère qui te force à aller à la Japan Expo. C'est clair. Ok. Alors, Thuan, toi, tu vas souvent à Saigon, tu m'as dit, donc au Vietnam, et même par un de tes anciens boulots, t'as vécu une petite période là-bas pendant 1 mois, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai lu un de tes posts Instagram qui parle justement de Saigon, qui est très beau et que j'ai envie de lire parce que ces mots résonnent en moi. Et quand je l'ai lu la première fois, ça m'a un peu donné des frissons. Je n'avais jamais vu de déluge pareil auparavant. La vitesse avec laquelle se ruaient les gouttes de pluie sur ma peau, les trous sur le trottoir qui se remplissaient d'eau, les scooters et les voitures inondées par cette averse. La ville que j'avais côtoyée jusqu'à présent, ardente et endurante, était maintenant imbibée de cette intempérie, comme si le ciel nous déversait tout son chagrin, trop longtemps préservé. Pendant un bref instant, le temps s'arrête à Saigon. Les uns et les autres se précipitent chez un proche ou tout simplement sous un toit pour s'abriter. D'autres, ne pouvant ralentir la cadence, s'arrêtent seulement quelques minutes pour se vêtir d'un manteau imperméable. Une fois protégés par ces coupe-vents, ils reprennent aussitôt leur chemin, ralentis par les flaques d'eau qui éclaboussent à chaque accélération. Cette pluie torrentielle apporte un élan de fraîcheur à la chaleur accablante, non seulement du pays, mais surtout de la grande ville, surpeuplée et infatigable. Du haut de mes 6 ans,
j'observe cette image poétique et je découvre le quotidien d'un pays qui sera toujours le mien et qui ne le sera jamais vraiment. J'absorbe tout comme une éponge, comme pour assouvir une soif de se connaître, de se sentir entière. À 6 ans à peine, je crains déjà de ne pas être assez et ces sentiments d'incertitude viennent me hanter. Je vois alors ma mère, souriante, et je souris aussi à l'idée que ce pays sera toujours le mien, puisque cette mère sera toujours mienne, et cet amour revient me bercer comme une veilleuse qui ne s'éteint jamais. Waouh. Ouais, et donc du coup j'ai la même émotion que la première fois que je l'ai lu. Franchement, vrai. c'est très beau. C'est très Merci. beau parce que ça te renvoie du coup déjà au Vietnam, à la mousson qu'on peut vivre là-bas, et aussi cette question un peu identitaire que tu peux avoir en disant justement que tu crains de ne pas être assez et que tu es incertaine vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ton identité. Tuan, comment c'était de renouer, de reconnecter avec le pays de ses origines ? Est-ce que tu avais toutes les clés de compréhension quand tu es là-bas, en fait, quand tu es là-bas en vacances, ou quand tu étais là-bas pendant un mois et que tu y as vécu ? Alors, ouais, donc faut savoir que donc, du coup, comme je l'indique un peu en poème, je suis assez jeune. La première fois que je vais au Vietnam, c'est encore plus jeune que ça, j'ai même pas 2 ans. Et j'y retourne quasiment tous les ans, jusqu'à mes 18 ans, je dirais. Là, j'indique 6 ans parce que je pense que c'est l'époque où je me rappelle c'est mes premiers souvenirs du Vietnam. Et en fait, j'ai toujours vu le Vietnam, ça a toujours été la destination où on allait en été. Et donc la saison de mousson, c'était un peu tout ce que je connaissais. Je suis allée une fois au mois de décembre, et donc une autre fois, c'était quand je suis allée justement pour le boulot, et c'était au mois d'octobre. Et sinon, avant ça, j'y étais allée que en juillet, août, et il pleuvait tout le temps beaucoup, quoi. Et donc, du coup, c'est les souvenirs que j'ai du pays, c'est les souvenirs que j'ai. Je vais tout le temps à Saigon, parce que c'est là où habite mon père, et c'est là où habite la majorité de ma famille. Et donc, du coup, c'est les souvenirs que j'ai. Je pense que quand j'y suis... J'ai senti une différence quand j'y suis allée, même que pour un mois, quand c'était dans le cadre du travail, où je me réveillais le matin, j'allais au boulot, je rentrais le soir. Voilà, c'était pas pareil que quand tu vas en vacances et que tu pars avec ta famille. J'ai senti une différence. Ensuite, après, je suis pas restée assez longtemps, je pense, pour sentir une vraie différence. La différence que j'ai sentie, c'était plus le rythme, en fait. Ce qui rythme tes journées, t'es vraiment dans un rythme où tu te réveilles, c'est le boulot, tu vas au travail, tu fais la sieste au travail. Ça, j'étais choquée. La première fois que je suis allée là-bas pour le boulot, et donc du coup, on est allé en pause déj, et je suis revenue de la pause déj. Et il y avait des gens qui dormaient, tu vois. Tout le monde dormait, ouais. Ouais, et moi, je me suis dit, mais c'est génial, ça. Ouais. Et du coup, j'ai pris l'habitude très vite, quoi, de dormir, moi aussi. Et ce qui est trop bien aussi au Vietnam, c'est que t'as plein de trucs à manger toute la journée. Ah ouais. Et que après la sieste, tu vas manger des mangues. Après les mangues, tu vas manger genre du riz gluant avec de la saucisse. Enfin, tu vois, t'as tout le temps une opportunité, une occasion de manger. Tu bois genre 4 cafés soda en une journée. Non, mais ouais, donc du coup, il y avait ça, ou que j'avais découvert en fait des parties, que il y avait pas avant. L'électricité qui se coupe quand t'es au travail, t'as pas cette habitude ici. Donc c'est des petits trucs comme ça. Moi, j'avais pris l'habitude, mais après c'était pas assez long, je pense, pour m'en faire une vraie idée. J'aimerais bien y retourner plus longtemps et y aller, 1 an, 2 ans, y aller pendant une plus longue période quand même. Je pense qu'à chaque fois que j'y vais, je découvre des choses nouvelles. Tu sais, c'est un pays, et notamment une ville, surtout Saigon, qui bouge beaucoup. Et énormément. En fait, à chaque fois que tu y vas, il y a un nouveau truc, quoi. À chaque fois que tu y vas, et c'est marrant, mon père, il a posté une photo de la vue de son appartement entre 2015 et aujourd'hui. Et tu vois en fait dans le paysage 3 buildings en plus, d'autres trucs en construction. Ouais, c'est ça. Ça bouge beaucoup. Et en fait, d'un autre côté, t'as ces buildings qui se construisent à une vitesse, et parfois tu ne suis pas, tu vois, l'infrastructure qui se développe et tout. Et quand tu te balades dans les petites rues, il y a plein de choses qui restent pareilles, tu vois. Tu restes dans les petites rues, et donc du coup, t'es dans les petites hẻms, dans les petites ruelles, et en fait, t'as toujours, tu vois, le marché, t'as toujours le même sentiment que t'as que d'habitude. Donc du coup, t'as ce côté, modernité, et à la fois aussi tradition, qui reste quand même quand tu te balades dans la rue et quand tu regardes
un peu plus loin, bah ouais, là, tu vois des grands buildings qui se construisent et t'as ce côté un peu plus moderne qui se développe, quoi. Mais ouais, j'ai carrément ce même ressenti par rapport au Vietnam. Enfin, moi, j'ai habité 8 ans en Asie, et donc du coup, c'est à ce moment-là où je faisais le plus d'allers-retours du coup avec Ho Chi Minh, parce qu'en fait c'était facile pour moi d'y aller, et même si j'allais 2 ou 3 fois par an, je sentais qu'il y avait une différence à chaque fois et que ça allait toujours plus vite, il y avait toujours plus de scooters. Et oui, t'as ce côté très entre guillemets blédard où t'es toujours assis sur des tabourets à même le sol à manger un pho, mais que de l'autre côté, enfin tu vois, genre tu traverses la rue et t'es dans un centre commercial hyper climatisé où tu vas boire un Starbucks, quoi. Enfin tu vois, genre un truc qui a rien à voir. Et d'ailleurs, j'avais, ton texte sur Saigon, ça m'avait un peu inspiré aussi quand j'ai lancé un de mes derniers projets qui s'appelle Banh Mi Sounds, où je parle aussi moi de Saigon. J'ai appelé Saigon la fougue incontrôlée, où donc du coup c'est un podcast narratif de 5 minutes 30 où voilà, j'ai écrit un texte et je le lis, et t'as Benjamin derrière qui fait l'habillage sonore et qui compose la musique, et en fait t'as tout ce truc, tu sais. Tu vois, genre où t'as le trafic, les scooters qui sont toujours en train d'avancer, et tu sens que c'est compact, mais que ça bouge tout le temps, en fait. Ils sont toujours là à se faufiler entre les scooters, les machins. Ça ne s'arrête jamais. Jamais. Et je trouve que c'est un peu comme la mentalité des Vietnamiens. Ils veulent toujours avancer pour arriver quelque part. Et t'as ce sentiment quand t'es à Saigon, en tout cas, genre où en fait, c'est tout. C'est des sons, donc comme tu dis, c'est ces klaxons que tu entends, c'est l'air que tu respires, t'arrives, tu sais qu'il fait 30 degrés, et voilà, tu sais direct dès que tu sors de l'aéroport où t'es, quoi. C'est une odeur, c'est l'odeur de toute la nourriture dont tu parlais, qui passe à longueur de journée. C'est plusieurs sens, en fait, qui s'éveillent en toi quand t'es là-bas. Et là où moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je parle vietnamien. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé dans mes retours au pays. C'est vrai qu'ils ne le voient pas quand ils me voient. Hein. Dès qu'ils me voient, ils me parlent en anglais. Et de par la manière dont je m'habille ou comment je me tiens, je pense que ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite qu'on est des Viet Kieu. Exactement. C'est ça, ils le voient direct. Et donc, du coup, il y a ça qui fait que mais tout de suite après, quand je leur parle en vietnamien, ils sont contents. Et donc, du coup, ils parlent directement en vietnamien. Et tout de suite, dans notre langue, on a ce côté super familial, tu vois, genre M, T, An, M, c'est... Donc ma grande sœur, ma petite sœur, tata, tonton, c'est comme ça que t'appelles les gens dans la rue, en fait, finalement. Et tout de suite, quand ils passent de genre sir, ma'am, et qu'après ils te parlent dans ta langue et qu'ils t'appellent ma petite sœur ou tu vois ma grande sœur, là tout de suite t'as pas la même, un peu plus intime, quoi. Exactement, je trouve que y a ça qui aide beaucoup quand je rentre et que je peux parler à tout le monde sans problème, quoi. Toi, Shigeki, est-ce que tu voyages au Congo? Est-ce que tu es retourné déjà plusieurs fois dans le pays de tes origines? J'y suis allée 2 fois. La première fois, je pense que j'avais 16 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un voyage qui m'a énormément marquée parce que j'ai réalisé que j'arrivais pas à me projeter en Afrique, en fait. J'arrivais pas à imaginer à quoi pouvait ressembler mon pays d'origine. Et j'avais, je pense, des appréhensions par rapport à comment on parle de l'Afrique de manière générale, l'Afrique subsaharienne, en France, en Europe de manière générale. Et aussi, j'avais jamais vu ce niveau de pauvreté, en fait, dans ma vie. J'avais l'impression d'être déjà dans une famille plutôt précaire en grandissant en banlieue parisienne. Mais j'ai vu une autre dimension de la précarité qui m'a complètement chamboulée. J'ai vu aussi d'où venaient mes parents. C'est toute leur histoire, en fait, que je découvrais en arrivant au Congo, le reste de ma famille. Et puis j'ai senti un peu un sentiment de culpabilité parce que je voyais des gens de mon âge qui vivaient dans des conditions que je pouvais même pas imaginer, certains dans ma famille, et un sentiment d'envie de rendre, en fait. D'envie de rendre tout ce que je pouvais apprendre ici, d'un jour l'investir là-bas. Et c'est la première fois que j'ai eu envie de créer des projets afro-centrés quand je suis revenue du Congo. Parce que je me suis dit, il faut que le départ de mes parents, d'une partie de ma famille, qui ont tout quitté pour venir s'installer en France, dans d'autres pays d'Europe, serve à quelque chose, entre guillemets. Je sais pas si ça a du sens, mais
Mais ouais, ça m'a beaucoup marqué. Après, j'y vais pas souvent. Globalement, de ma famille, on n'y va pas souvent parce que ça coûte cher. Principalement pour ça. Mais j'aimerais bien y retourner l'année prochaine. Ouais. Enfin, quand on pourra voyager, je sais pas si ce sera l'année prochaine. Mais, Est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as initiés suite à ton voyage au Congo? Ouais, il y a plusieurs projets qui sont restés sur le papier. En fait, quand je suis revenue, je voulais me lancer dans la restauration. Un petit peu plus tard, je voulais créer un restaurant franco-congolais. Enfin, ouais, on peut dire franco-congolais. En fait, je trouvais que quand on parlait de restauration africaine à Paris, et en Occident de manière générale, mais c'était surtout en fait la nourriture d'Afrique de l'Ouest. Et souvent on me disait oh quoi, t'as jamais mangé de mafé, tu manges pas de mafé chez toi? Et en fait non, j'en mange pas chez moi parce que c'est pas du tout dans la culture. Et du coup je trouvais que c'était dommage parce que la cuisine congolaise elle est hyper riche aussi, et elle est hyper elle est très peu connue. Et je voulais justement jouer sur ma double identité pour créer un restaurant qui à la fois met en avant la culture culinaire congolaise, mais revisité pour jouer aussi sur moi. Enfin, je sais que, comme tu le disais, Tuan, moi je suis d'origine congolaise, mais quand je vais au bled, on voit directement que on me considère comme blanche, on m'appelle la blanche. Et ce qui est assez ironique. Et du coup, j'avais pas mal avancé sur ce projet. Et en fait, pour des raisons de financement, je l'ai mis un peu en stand-by. Et après, du coup, j'ai plutôt avancé sur la partie plus média avec Ola Dapina parce que c'était aussi plus simple. Et c'était la même démarche de se dire que quand on pense à la musique afro, en France, moi je sais qu'on me sortait souvent Magic System et ça me faisait chier, même si j'aime bien ce qu'ils font, enfin ce qu'ils faisaient en tout cas au début, ça me faisait chier. Et qu'on s'arrête qu'à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand ça passe en boîte, en soirée, tout le monde te regarde. Allez, danse, c'est ta musique. Voilà, exactement. Le genre de réflexion. Exactement. Et du coup, ça me gonflait. Et moi, je crois beaucoup tout ce qui est soft power et comment utiliser la culture, l'art pour défendre des idées et pour parler de justice sociale. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de musiques qui viennent des peuples noirs, mais on oublie en fait qu'elles viennent du peuple noir, comme par exemple le rock ou la musique électronique. Et on a tendance quand on pense black music, à penser plutôt soul, hip-hop, etc. C'est juste ça. Et africaine, on pense à Magic System et à Youssou N'Dour. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir montrer qu'en fait, la place que la musique a eu dans les communautés noires, dans leur émancipation, dans aussi ce qui les a aidés aussi à tenir à un certain moment, et l'importance que ça a dans les différentes cultures, et du coup de montrer par la musique la diversité en fait de la communauté noire, et aussi ce qu'elle a apporté en termes culturels à toute l'humanité en fait, parce que quand on regarde tous les styles de musique qui sont issus des peuples noirs, si tu les enlèves, t'as pas grand chose à écouter en fait. Et donc, ouais, c'est ce projet-là que je continue toujours en parallèle. Et j'aimerais... Et donc, ton projet, on peut le retrouver du coup sur un site internet? Ouais, sur coladapina.com. Ok. Koladapina, c'est Pina Colada à l'envers. Ok. Et mes playlists sont sur Spotify. Super. Et Apple Music, c'est Cola Sound. Ok. Et j'ai un mix aussi je fais ma pub du coup. Bah oui, non mais on va mettre toutes ces références. Bah, moi je connaissais pas et ça m'intéresse, du coup j'aimerais bien aller voir. Ouais, je te partagerai. Et puis il y a un mix sur la radio, web radio Gris-Gris, le Gris-Gris. D'accord. Et le mix s'appelle Cosmo. Ok. Un vendredi, tous les 3 vendredis je crois, un truc comme ça. Ok. Ouais. Et il y a Instagram aussi. Et Instagram aussi. Je te passerai tous les liens parce qu'à chaque fois c'est des noms différents parce que j'ai des petits soucis sur les réseaux. Mais ouais, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et mon rêve ce serait de pouvoir créer un centre en fait, un genre d'espace culturel autour de la musique, enfin autour de la culture noire de manière générale, donc qui englobe l'Afrique mais aussi les Afro-américains, les Afro-latinos et les Afro-européens. Et caribéens, j'essaie d'oublier personne. Non, mais c'est très beau comme projet. C'est vraiment mettre en lumière la diversité de la culture africaine dans son ensemble, en fait. De voir qu'il y a plein de subtilités, de retracer aussi les héritages de la culture musicale. Enfin, c'est énorme. Et je te retrouve, par exemple...
nous aussi, en tant qu'Asiatiques, tout est un peu mélangé, quoi. Ah oui, t'es asiate, tu nous fais des nems, tu manges des sushis, enfin des trucs comme ça. Enfin voilà, et c'est vraiment de redonner à chaque pays, à chaque culture, ce qui leur appartient et faire rayonner tout ça au plus grand nombre. Donc bravo pour ce projet. Merci. Alors, Origine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la web-série qui explore les histoires d'immigration, qui interroge des histoires humaines, voilà, de migration. Est-ce que c'est facile pour vous de trouver des personnes qui veulent parler de leur pays, de leur histoire? Parce que moi, Tuan, tu m'avais demandé si ma mère pouvait parler de son histoire, et j'ai essayé, et elle n'a pas voulu. Donc je me dis, ça doit être une tâche pas évidente quand même, enfin je sais pas. C'est vrai que quand on a commencé, notre objectif principal, c'était de se dire, il faut juste des personnes qui sont prêtes ou prêtes à passer à l'écran. Et c'est tout, et qui sont prêts à parler de ça. Et ça a été un petit challenge au début. On a commencé avec notre entourage, donc on a commencé avec des gens de la famille, des amis, les parents des amis, tu vois. Et donc du coup, on a un peu déjà ciblé un peu à l'avance qui pouvait le faire. Des amis aussi, Sabri notamment, que tu as mentionné, travaillait avec nous. Hein, donc voilà, donc on a commencé à chercher autour de nous. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Il y a des gens qui nous ont conseillé des gens, qui nous ont dit, moi j'ai un pote qui fait ça. Adama notamment, qui est du Sénégal. C'était un ami d'un ami. Et donc du coup, petit à petit, ça a ouvert le cercle. Et puis nos épisodes spéciaux, notamment, c'est des personnes qu'on ne connaissait pas forcément avant, qu'on a rencontrées surtout sur les réseaux, sur Instagram. Maintenant, ça se fait de manière plus naturelle. Et maintenant qu'on a déjà du contenu, en fait, les gens voient à quoi s'attendre. Je pense que les premiers, il n'y avait aucun contenu. Et donc, du coup, forcément... Ils se posaient la question, ils n'étaient pas sûrs de ce que ça allait donner. Et il y en a beaucoup qui nous disent, en fait, mais je vais parler de quoi en fait. Et il y en a plein qui nous disent, mais en fait, j'ai pas envie de participer parce que je sais pas de quoi tu vais parler. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, mais mon histoire, c'est l'histoire que plein de gens ont vécue, donc elle est pas unique par rapport à une autre. Et moi, je lui disais, non, en fait, toutes les histoires sont uniques et la tienne... encore plus parce que voilà, elle me l'a raconté, mais non, mais je veux dire, je pense pas qu'on se rend compte de la richesse de nos parcours et que on la voit quand c'est quelqu'un d'autre qui la met en lumière. Carrément. Ouais, complètement. Et puis c'est marrant que tu parles de ta mère parce qu'on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Tuan. C'est beaucoup plus compliqué pour nous de trouver des femmes qui veulent bien s'exprimer que des hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas non plus anticipé. Il y a une forme de pudeur et de timidité qui est quand même plus présente chez les femmes. Est-ce que c'est du fait de la caméra ? Beaucoup, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, moi je peux te le faire à l'audio, je peux te le faire à l'écrit, mais je veux pas passer à la caméra. Et la caméra, c'est un blocage pour beaucoup, mais je pense qu'il y a aussi le fait, en fait, comme on dit, elles voient pas forcément ce qu'il y a de spécial dans leurs histoires, en fait, de ce qu'elles font. Et en fait, c'est des questions qui sont parfois qui demandent de recreuser en arrière, de penser à ton passé, de penser à plein de choses auxquelles, dans le vif de l'action, tu fais les choses comme tu les fais et tu t'es pas forcément posé la question. Et donc, du coup, ça demande peut-être aussi de creuser un peu. Mais là, on va faire des éditions justement spéciales Fête des mères et Fête des pères. Ah, trop bien. Donc, avec justement un enfant et leur père ou un enfant et leur mère. On passe un appel à la casting d'ailleurs on cherche encore un épisode pour la spéciale Fête des mères. Donc du coup voilà, donc maintenant on se dit qu'on a quand même un réseau et on peut faire appel, on peut demander à des gens de nous aider, on peut faire appel sur nos réseaux sociaux, mais au début c'est vrai que c'était pas facile. Quels ont été les retours après vos premières vidéos, votre contenu, etc. Quel genre de retour vous avez par rapport à toutes ces histoires que vous racontez ? Des retours hyper positifs. Franchement, on s'y attendait pas parce qu'on a fait les choses tellement naturellement, instinctivement, qu'on n'a pas du tout pensé vraiment à comment les gens vont réagir. Et déjà, de la part des participants, on a eu des retours vraiment incroyables. On a toujours peur on essaye de faire attention à vraiment être le plus authentique par rapport au témoignage initial, parce qu'on passe quand même de 1h30, 2 heures de conversation à moins de 10 minutes. Et du coup, on a toujours un peu ce petit stress que les gens ne se sentent pas suffisamment fidèles à eux-mêmes sur la version finale.
Et en fait, on a toujours eu des retours, mais vraiment top, et des gens qui nous disent que ils sont contents de se voir, ils sont contents d'avoir pu raconter leur histoire, ils sont contents de la manière dont c'est raconté, ils sont contents aussi des retours de leur entourage. Et moi, je sais que personnellement, le retour qui m'a le plus marqué, c'était quelqu'un qui nous a remercié et qui nous a dit que c'était d'utilité publique ce qu'on faisait. Et en fait, se dire qu'on a un impact comme ça dans la vie des gens à notre petite échelle, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, je trouve, c'est vraiment les gens qui nous disent merci et qui reconnaissent aussi que c'est du travail, parce que ça demande aussi beaucoup d'investissement de notre part. Et les gens aussi qui nous remercient d'être enfin entendus, enfin racontés. Bah, bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Moi, je suis hyper fan de votre compte et aussi vous écrivez des articles. Vous avez donc le compte Insta origine.tv, mais vous avez aussi le site internet. Et un des derniers articles parle de l'ethnopsychiatrie. C'est un terme dont je n'avais jamais entendu parler et qui m'a interpellée. Et ce que vous écrivez, c'est L'ethnopsychiatrie implique d'admettre que les peuples réagissent de manière différente face à certaines situations négatives du fait d'un conditionnement socio-culturel. En théorie, ça peut s'adresser à tout individu. En réalité, c'est beaucoup utilisé pour accompagner les personnes migrantes, notamment les mineurs isolés étrangers. Alors, comment vous êtes intéressé à ça ? Et est-ce que c'est des sujets qui sont visibilisés ? Enfin, en tout cas, moi, je ne les vois pas. Donc, comment est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Bah, du coup, moi, je connaissais pas non plus. Et c'est ma psy, en fait, qui m'en a parlé pour m'expliquer comment aussi, en fait, la complexité d'accompagner aussi en psychiatrie ou en psychologie des enfants issus de l'immigration et des personnes immigrées. Et si je me concentre seulement sur les enfants issus de l'immigration, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on a à la fois notre culture d'origine et la culture du pays d'accueil, et du coup même dans notre manière de traiter les traumas, les événements négatifs, on se retrouve aussi entre les deux. C'est pour ça que souvent, parler psychologie, psychiatrie avec nos parents, c'est un peu tabou. Ils comprennent pas pourquoi on a besoin de payer un psy, alors que eux, ils ont vécu parfois des choses plus durs ou qu'ils estiment plus durs, ils se sont débrouillés tout seuls. Et en fait, c'est ne pas prendre en compte aussi le fait que selon l'environnement socio-culturel dans lequel tu vas évoluer, bah, tu vas pas réagir de la même manière au trauma, et du coup, tu vas pas avoir besoin du même accompagnement. Et elle m'a parlé du coup de ce concept et de choses qu'elle avait pu voir. Et en parlant avec tu vois, nous on adore tous ces types de sujets. De toute façon, on avait parlé aussi de l'épigénétique. Et du coup, bah, on s'est dit, ce sera intéressant vraiment de creuser et d'en parler, parce qu'effectivement, c'est pas trop visible. Et pourtant, c'est un sujet hyper important, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées ou qui le sont. Et en fait, on n'a pas forcément les mêmes besoins selon notre conditionnement socio-culturel. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que, ouais, selon le contexte socio-culturel, justement, des choses qui peuvent nous paraître graves et difficiles d'un point de vue français, occidental, peuvent être en fait tout à fait banales par nos parents, parce qu'en fait c'était dans ce contexte qu'ils l'ont vécu. Enfin, par exemple, moi je sais que ma mère, elle a traversé le Cambodge pour fuir en fait le génocide des Khmers rouges, et elle me disait pas de manière banale, mais elle me disait oui, bah, sur son chemin il y avait des cadavres, et c'est quelque chose qui peut être vraiment traumatisant, et je suppose qu'elle l'a été, mais si c'est traité en France et si c'est discuté au Cambodge, au Vietnam, enfin ce sera pas la même chose, ce sera pas la même le même contexte, parce que eux l'ont vécu et ça s'est normalisé dans leur tête, alors que nous non, vu qu'on n'a jamais vécu ça. Ouais, et puis au-delà de ça, dans tout ce qui est ethnopsychiatrie, l'autre aspect qu'il y a, c'est que les croyances ne sont pas les mêmes. Oui. Et peut-être en France, on va se dire, moi je vais prendre un psychologue ou un psychiatre et des médicaments. Dans d'autres, tu me parlais d'acupuncture, c'est ça, ouais. Acupuncture, pardon. Il y en a d'autres, ils croient aux chamans, ils croient à certaines religions, etc. C'est ça. Et c'est aussi au-delà de
penser comment tu accompagnes la personne selon son contexte socio-culturel, c'est aussi selon ses croyances et comment on met pas des normes qui sont en fait très occidentales dans la manière de traiter le trauma sur tout le monde en fait, parce que ça convient pas à tout le monde. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ces sujets qu'on aborde dans nos articles, c'est que on met souvent ethnopsychiatrie par exemple, je l'ai découvert quand Chic m'en a parlé, donc notamment en fait quand on l'a écrit quasiment, tu vois. Donc c'est des termes qu'on connaissait pas non plus, mais c'est des sujets qu'on savait sans savoir mettre de mots dessus. Donc on savait pas que l'ethnopsychiatrie qu'il y avait ce terme ethnopsychiatrie, mais nous ayant vécu ces choses-là, on savait que c'était quelque chose qui existait, tu vois, qu'il y avait une différence entre comment on traitait la thérapie en France et comment nos parents voyaient la thérapie. L'acupuncture, elle en parlait un petit peu. Moi, ma mère, c'est un truc qu'elle adore, et donc du coup, elle m'y a mis pendant un moment, et moi, j'y croyais pas du tout, et j'ai adoré. Et donc du coup, en fait, tout ce mélange, en fait, on en avait déjà conscience, mais on n'avait pas de mots, on savait pas que c'était théorisé, que ça existait. Et en fait, c'est ce qu'on essaie un peu de transmettre dans beaucoup des articles qu'on écrit, c'est des mots qu'on entend, mais c'est des sujets qu'on sait en fait au fond, mais voilà, on cherche un peu les définitions derrière. Bah au final, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que je savais que ça existait, mais sauf que je savais pas qu'il y avait un mot qui pouvait définir ce truc-là, quoi. Pareil, tu parlais des différentes thérapies. Moi, quand j'ai voyagé au Mexique, ça paraît naturel en fait d'aller voir un chaman pour une famille qui est complètement moderne, et que quand tu parles de ça en France, t'as l'air d'un sorcier ou t'es un peu farfelu, quoi. Et non, pas du tout. En fait, c'est chacun a chaque pays, chaque culture a ses manières en fait de guérir ou de traiter les choses, quoi. Même la superstition, tu vois, quand tu penses à la superstition dans nos pays, c'est quelque chose de normal, la superstition. Tu crois aux fantômes, tu crois aux esprits, voilà, c'est des choses qui sont... Mais ici, il faut l'expliquer, ou alors on va te regarder un peu. Tu crois aux fantômes comme si t'es un enfant. Donc du coup, vous écrivez des articles, vous faites des vidéos, vous mettez aussi en avant des icônes et des personnes qui vous inspirent. Je parle notamment du dernier post que vous avez mis en avant Rokhaya Diallo, Camélia Jordana, Daniel Dekim. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous préparez ? Est-ce que ce projet Origine.tv, c'est pas aussi un peu un engagement public et politique? Est-ce que vous pourriez faire des interventions dans des écoles ou pour parler de tout ça, en fait, parce que ça fait partie de notre société? C'est marrant parce que demain on intervient dans une conférence par Les Mutines, c'est une association féministe intersectionnelle de Dauphine, de l'université Paris-Dauphine. D'accord. Et donc du coup, on va intervenir dans une de leurs conférences. Et c'est pas une chose à laquelle on a pensé avant. Quand on s'est lancé, on s'est pas dit, on fait tu vois, on va en parler, on va pouvoir en parler dans des écoles, dans des conférences, des trucs. Et naturellement, en fait, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous proposent. Donc du coup, naturellement, maintenant, on se pose la question, on se dit, ouais, c'est peut-être un truc à développer. Mais c'est complètement... je trouve que c'est complètement un truc à développer pour rassurer les jeunes, pour mettre ça au moins dans l'éducation, pour mettre ça aussi dans des structures externes, pour que les gens comprennent, aussi dans les entreprises, qu'il y a des différences, des individualités, et que chacun a son histoire et a son contexte socioculturel, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment d'utilité publique, ce que vous faites. Ça nous touche beaucoup. Mais c'est marrant cool. Parce qu'on nous a aussi contactés pour utiliser nos vidéos dans des cours. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Et c'est vrai que quand on nous l'a demandé, on s'est dit, oui, bien sûr, mais l'idée, nous, ça nous a vraiment jamais traversé l'esprit. Et plus on avance, plus on se dit qu'effectivement, pour avoir le plus d'impact aussi, c'est plus intéressant de toucher les personnes plus jeunes, parce que justement, les questions nous, il nous a fallu une bonne dizaine d'années, je pense, pour arriver au niveau questionnement, là, on en est aujourd'hui. Et du coup, si on peut utiliser tout ce contenu pour accompagner, pour éduquer, pour assurer, pour faire en sorte que des personnes qui se posaient les mêmes questions que nous, avancent aussi plus vite dans leur réflexion et leur quête identitaire, c'est sûr que c'est pertinent. Est-ce que vous avez des modèles d'inspiration ? Beaucoup. Déjà, toutes les personnes qu'on a mentionnées sur ce post, Rokhaya Diallo, on y revient beaucoup parce que
en termes de... déjà, moi, en tant que femme noire, avoir une personne noire qui a autant de présence dans l'espace médiatique et public et qui défend les sujets de racisme, de féminisme, d'islamophobie, etc., c'est quelque chose d'hyper important et quelque chose qu'on voit peu. Il y a peu de journalistes ou de personnalités noires dans cet espace-là. Il y a aussi, moi personnellement, Jeannie Mai, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est une personnalité vietnamienne américaine. Et j'aime beaucoup tout le travail qu'elle fait aussi sur le racisme asiatique, mais aussi sur les femmes, les violences sexuelles, les abus sexuels, le trafic d'enfants. Après, en termes plus de comptes, on a pas mal de comptes, nous, qu'on suit et qu'on adore, comme Bias Media, La France Cachée, Sororasi, Asolalab. Il y en a tellement plein. Comme un exil. Il y en a beaucoup, en fait. Ouais. En fait, honnêtement, il y a quand même beaucoup de comptes Instagram et, tu vois, qui sont créés cette dernière année, je trouve, sur ces thèmes-là. Et en fait, tous ces comptes qui parlent d'immigration, qui parlent de féminisme intersectionnel, qui parlent de sujets, de déplacement, de déclassement, de tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, dont on parle aussi. Je pense que ça nous touche, en fait. Peu importe, d'ailleurs, la communauté, et peu importe la génération. Et je pense qu'on se construit grâce à tout ce qui se passe. En fait, on s'inspire de tout ce qui se passe. C'est une inspiration à la fois individuelle. On peut dire qu'on est inspiré par des personnalités, par des comptes assez précis. Mais en fait, on est aussi inspiré par un mouvement qui se crée aujourd'hui et dont on a la chance de faire partie. Mais c'est toutes ces personnes derrière ces comptes et nous inspirent énormément. Ouais. Et vous aussi, vous êtes une inspiration pour d'autres. Oh. Mais c'est vrai. Est-ce que vos parents comprennent cette démarche de creuser dans le passé alors qu'eux ont toujours regardé vers le futur? Est-ce qu'ils comprennent cette démarche d'aller comprendre nos histoires, nos héritages? Oui et non. Je dirais que moi, pour ma part, ma mère, elle comprend... elle en est fière même, parce que du coup, je parle de moi, de mes origines, et c'est quelque chose qu'elle... elle a toujours voulu qu'on conserve ça, donc du coup, forcément, oui, elle en est fière. Elle me l'a dit quand on est passé à la radio, sur la première avec Marjorie. On est passé à la radio, elle m'a écouté du coup en direct. Et pour la première fois, depuis longtemps en tout cas, elle m'a dit quand je t'ai écouté, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que ma fille, elle fait des choses que moi, je peux pas faire. Et donc, je suis super fière de toi. Pardon, je suis un peu émue du coup quand j'en parle. Mais voilà, donc du coup, ça m'a vraiment touchée parce que je pensais qu'elle comprenait pas ce qu'on faisait. Et du coup, en fait, non, elle le comprend, c'est juste qu'on n'en parle pas forcément tous les jours et voilà, elle a pas forcément envie d'en parler tout le temps. Mais ce jour-là, elle m'a dit ça et je me suis rendu compte, du coup, elle m'en parle de temps en temps, elle me pose des questions et tout, elle regarde des trucs, après, elle va pas, tu vois, m'en parler tout le temps, mais elle m'en parle de temps en temps et je sais qu'elle le comprend. Après, elle a quand même ce réflexe de me dire mais vous faites pas d'argent, tu pars tous les week-ends, vous travaillez trop... Mais vous travaillez pourquoi? Il n'y a pas d'argent derrière. Mais tu vois, donc il y a quand même ce réflexe de me dire si tu te fais pas d'argent, ralentis quand même, tu vois. Et donc du coup, elle le comprend, oui, elle comprend que je suis passionnée par ça, mais je pense qu'en tant que maman inquiète, elle se dit où est-ce que ça va mener? Elle se demande si ça va mener à quelque chose ou ça restera une passion tout le temps. Et est-ce que je vais pas me crever à la tâche pour une passion qui deviendra pour elle, en tout cas, s'il n'y a pas de gain financier derrière, pas quelque chose de concret, quoi. C'est ce que je vis aussi avec Ben Me Podcast. Les parents. Ouais, moi, c'est un peu pareil aussi. Il y a toujours ce sujet, mais pourquoi vous faites ça? Mais ils comprennent. La démarche, mais ils comprennent pas le rapport temps-argent en fait investi. Là, il y a un gros point d'interrogation. Mais moi, je sais que oui, mon père, il soutient aussi beaucoup parce que moi, dans ma famille, que ce soit mon père, mes oncles, mes tantes, on m'a toujours dit il faut que tu fasses quelque chose pour l'Afrique, en fait. Je pense qu'ils s'attendaient plus à ce que j'investisse de l'argent, que je fasse un business rentable qu'un média. Mais bon, j'ai choisi autre chose. Mais ouais, ils sont contents juste que je m'intéresse à mes origines, en fait, tout simplement. Et je pense qu'après avoir passé plusieurs années
à s'assurer que je sois intégrée et assimilée à la culture française. Et il y a des choses que je sais que par exemple, mon père regrette que je ne parle pas la langue maternelle. Et je pense qu'il y a quand même une satisfaction de se dire, finalement, elle retourne à ses origines et elle s'y intéresse. Et Inch'Allah, elle va faire de l'argent à un moment donné. Alors, le podcast s'appelle Banh Mi. Est-ce que vous mangez des banh mi? Oui, bien sûr. Yes. Genre, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, mais j'adorais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le banh mi, Chig? Ce que j'aime mettre dedans? Ouais. Ouais. J'aime carottes râpées, tofu. Ah ouais, t'es la team tofu. Ouais, je suis la team tofu parce que je suis végé. Ok. Tofu, de l'avocat, des oignons frits, de la coriandre. D'accord. Et toi, Tuan? Ouais, mon banh mi préféré, c'est banh mi Khai Chi. Ah ouais, la librairie. C'est clairement... Enfin, je trouve... Enfin, franchement, pour en avoir mangé au Vietnam, à Londres, enfin, à Paris, pour moi, c'est le meilleur, quoi. Et non... Khai Chi, je crois qu'il faut que je demande un sponsor. Hein. C'est la deuxième fois que c'est cité. Il faut. Tam Anne en parlait déjà dans l'épisode 4, ouais. Ouais, voilà, big up Taman d'ailleurs. Ouais. Mais non, le banh mi, je sais pas, en fait, je me rappelle, pour moi, le banh mi, c'est ce qu'on mangeait quand mes parents avaient la flemme de faire à manger et qui revenaient des courses. Et donc, du coup, ils sont passés vite fait acheter un banh mi. Et nous, ça nous rendait tellement heureux. Ouais, avec mon frère, on était là, trop bien et tout. Et alors que eux, tu vois, pour eux, ils passent des heures à faire, ma mère, elle passe des heures à faire du pho, des trucs un peu plus compliqués, en fait. Et en fait, nous, on était encore plus contents de recevoir. Quand c'était un banh mi, ouais. Exactement. Et c'est ça, c'est ce souvenir-là que j'ai, ce truc de c'est dimanche ou c'est samedi et ils nous ramènent ce banh mi. Ouais. Et en plus, Khai Chi, j'ai appris il y a pas très longtemps que ça veut dire ouvrir la conscience. Ah, c'est vrai? Je savais pas. Non, je savais pas. J'ai trouvé ça trop beau, en fait. Mais incroyable. Est-ce que vous avez un plat typique qui représente un peu votre famille et que vous souhaitez faire découvrir aux auditeurs, auditrices? Chig? Je dirais peut-être la chikwang et le pundu, mais je ne saurais pas comment expliquer ce que c'est avec des mots français. La chikwang, c'est fait de manioc. Et c'est de la manière dont on le mange, c'est comme un petit bâton, on va dire, qui est enroulé dans des feuilles de manioc. Et ça se mange avec des légumes. On mange souvent ça avec des légumes, de la viande ou du poisson. Et c'est quelque chose où dans ma famille, ils le font aussi, fait maison. J'ai pu voir ça au village quand je suis retournée au bled, du coup c'était assez cool. Et c'est un truc qui symbolise pour moi les courses au Château Rouge qui durent des plombes. Et tu rentres à la maison et t'es quand même content parce que t'as ta bouffe du bled. Et ce qu'on retrouve aussi souvent dans les fêtes. Donc, et le pundu, c'est mes légumes préférés congolais. Et du coup, j'ai l'impression... Ça me rappelle mon enfance quand j'ai de la chikwang et du pundu chez moi. Super. Et toi, Tuan? Moi, il y a trop de plats. Ma mère, c'est la meilleure cuistot, je pense, de la région. Tu as un Instagram de cuisine avec ta maman. Ouais, exactement. On a un truc qui s'appelle Bep Nia Viet Food. C'est trop bien. Et en gros, en fait, je l'ai commencé quand j'étais à Londres et je voulais faire un truc avec ma mère, en gros. Et en fait, le truc qui nous lie le plus, c'est la cuisine parce que quand moi, je suis partie vivre à l'étranger, je pouvais plus faire les plats qu'elle me faisait. Donc du coup, on passait des heures au téléphone où moi, je cuisinais et elle me disait, voilà, faut faire ça. Mais tu sais, les mamans, elles ont pas de dose, tu vois. Elles peuvent pas te dire 3 cuillères d'eau, tu vois. Elle dit, vas-y, mets. Et après, elle me disait, vas-y, goûte. Et alors, c'est comment? Et je fais, vas-y, remets, vas-y, tu vois. Donc, du coup, elle pouvait pas me dire exactement les doses, mais donc on passait des heures au téléphone comme ça. Et donc petit à petit, j'ai appris les recettes comme ça, en fait, au téléphone avec ma mère. Et je me suis dit, quand j'étais à Londres, je me suis dit, quand je reviens en France, on fait un truc, on fait des vidéos. Moi, je te filme, ça m'entraîne à la caméra. Et en plus, ça me fait garder, en fait, ces recettes, tu vois. Et donc, on a commencé comme ça. Et du coup, on a parlé de différents projets aussi autour de la restauration, autour d'ouvrir un supermarché vietnamien, notamment. Plutôt une épicerie, plutôt qu'un supermarché, peut-être pas tout de suite. Mais ouais, donc la bouffe, c'est ce qui nous relie beaucoup, quoi. Et donc il y a plein de plats dont je pourrais parler. Le premier plat que tu as envie de faire découvrir à n'importe qui connaît pas le Vietnam? Alors il y en a un que je fais souvent, c'est le gà quai, c'est le poulet caramélisé que je fais souvent parce qu'il est super facile à faire. Et en fait, c'est pas forcément ce que tu trouves dans un resto vietnamien.
Tu vois, tu vas penser... C'est plus un plat de maison, quoi. C'est un plat de maison. Ouais. Ouais, carrément, parce que c'est super facile à faire et tu fais ça avec, tu vois, du riz, des haricots verts que tu mets avec de l'ail et des œufs, tu vois. Et enfin, c'est un peu... voilà, et j'y pense parce que c'est le plat que je maîtrise mieux que ma mère aujourd'hui. Ah là là, mais moi je relève le défi et je demande à Tuan de nous faire la prochaine fois qu'on se voit un poulet. Allez. Ok, trop bien. Ça donne faim. Quelle a été votre dernière découverte asiatique ou une découverte asiatique qui vous a marqué, qu'elle soit en termes de voyage, film, musique, livre? Toi, Shig? Moi, je dirais le film Parasite que j'ai vu. Je pense que j'ai dû voir ça pendant le premier confinement, quelque chose comme ça. Je lis jamais les synopsis, donc du coup, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et en fait, il m'a scotché, quoi. Je l'ai trouvé incroyable et ça m'a fait réfléchir au fait que c'est vrai que je regardais beaucoup de films américains, quelquefois français. Ouais. Je m'intéressais très peu à d'autres cinémas et ça m'a donné envie de creuser le cinéma, notamment coréen, parce que j'ai vraiment adoré. Il était trop bien, ce film. Ouais, tellement. Et toi, Tuan? Le dernier film, bon, si on reste dans les films, le dernier que j'ai vu, c'est Raya et le dernier dragon. D'accord, le dernier Disney. Le dernier Disney, exactement. Et ouais, j'ai adoré. En fait, ce que j'ai adoré, c'est surtout de voir. Donc, ça représente en fait plusieurs aspects de la culture, notamment sud-est asiatique. Et ce que j'ai adoré, c'est de voir tout ça à l'écran, de se dire que moi, à l'époque, on avait Mulan, tu vois. Ouais, c'était la ref. Mais c'était la seule ref. Quoi. C'était la seule ref. Mais de tout, en plus. Je veux dire, même en Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas d'autres dessins animés, genre. Ah non, mais moi, il y avait que. Enfin, en tout cas, bah moi, ouais, mais je regardais Mulan en boucle, mais bon, enfin, en même temps, je m'identifiais qu'à ça. Tu vois. Et là, de voir que il y a pas que Raya et le dernier dragon, il y a d'autres films qui sortent petit à petit, il y a d'autres trucs qui sortent, et de me dire, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mes nièces, elles vont voir ça et ça va être trop cool. Enfin, tu vois, quand elles vont être un peu plus âgées, être en âge de voir ce genre de dessin animé, en tout cas, en tout cas, elles auront ce genre de modèle, elles en auront d'autres, elles auront aussi Mulan, parce que ça traverse toutes les époques, je pense. Ouais, donc ça, j'ai vraiment aimé, ouais. Quel est l'ingrédient qui sublimerait votre baguette? Et par baguette, vous pouvez remplacer le mot par l'avenir, la société, ce que vous voulez. C'est dur. Ah ouais. Ingrédient, c'est... T'as dit ingrédient? Ouais. Moi, je dirais l'oignon frit. Mais... Donc, pour une meilleure société pour Shig, je pense qu'il faudrait que les gens mangent plus d'oignons frits, ça leur ferait dire moins de bêtises. C'est pas mal, pas mal. Moi, je pense, du coup, c'est un peu dur, mais je pense que je voudrais parler de la tolérance. Parce que pour moi, ça, c'est un truc qui manque beaucoup aujourd'hui, l'empathie et la tolérance. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas assez, surtout quand on vit en tout cas comme à Paris, un peu, tu vois, ensemble dans une ville cosmopolite. Il n'y a pas la patience de l'autre, en fait, et d'essayer de comprendre l'autre et de tolérer ce qui est différent de nous et de se dire, en fait, moi, je pense comme ça et c'est ok. Et toi, tu penses comme ça et c'est ok aussi. Et ça n'empêche pas qu'on puisse discuter, on puisse être potes et on puisse vivre ensemble, tu vois. Merci. Est-ce que vous auriez une musique avec laquelle vous aimeriez finir l'épisode? Non, c'est une pour deux? Ouais. Ouais, du coup, l'album de Youssoupha, c'est le dernier qu'on a toutes les deux écouté, en tout cas. Et qu'on a adoré, Neptune. On peut mettre Mon Roi, si tu veux. C'est vrai? Ouais. En plus, on a mis une citation sur l'origine de cette chanson. Vas-y, on va la remettre. Mais c'est Mon Roi de Youssoupha, c'est une lettre à son fils. Et c'est assez beau. Et c'est quoi la citation qu'on a mis? C'est si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. C'est beau. Ouais, vraiment. On finit sur ça alors. Allez. Merci les filles. Merci Tuan. Merci Linda. Merci Shig. Merci Linda. Ta mère va râler.
aller en découvrant ce texte. Elle dira que j'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. J'en sais rien, moi j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. On te dira l'argent fait pas le bonheur. Mais la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure.